Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce 3e épisode de la saison 2, je reçois Rémi Israël, thérapeute et directeur artistique. C'est aussi un ami de longue date qui a largement été présent dans mon cheminement personnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce dialogue intime entre deux thérapeutes, mais aussi entre deux amis qui tentent de donner du sens à leurs émotions. Alors quand j'ai réfléchi à cette question de peur que tu m'as posée, je me suis demandé moi à quel moment j'avais peur et quelles étaient mes peurs. Et en scrutant un petit peu dans mes souvenirs, je me suis rendu compte que j'ai rarement des moments où je me dis « Ah tiens, là j'ai peur ». J'ai souvent cette réflexion a posteriori, quand je regarde ce qui s'est passé dans une situation X ou Y, et que je me rends compte que « Ah tiens, à ce moment-là, il y avait peut-être de la peur ». Et ça, ce sont des choses qui m'arrivent quand je fais un travail sur moi en thérapie, ou quand je regarde tout seul une situation qui m'est arrivée et je me dis, bon, là, j'ai pas fait ça. Pourquoi je l'ai pas fait ? Comment ça s'est fait que j'ai reculé ou je me suis stoppé ? Et c'est à ce moment-là que le mot de la peur arrive, comme une sorte de réaction quand je relis un petit peu ce que j'ai vécu. Et donc ce mot il apparaît effectivement à des moments où soit je saute pas le pas pour entreprendre quelque chose, soit je me rends compte que je suis pas allé très très loin, j'ai pas forcément poussé quelque chose, et là je me dis bon, il y a peut-être j'ai peut-être peur de quelque chose. Peur de quoi ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'apparaissent les peurs pour moi. A posteriori. A posteriori. Ouais. Ça veut dire que sur le moment, c'est plutôt quoi qui se passe dans ta tête ou dans ton corps, si c'est pas la peur qui vient en premier ou si c'est pas ce vocable-là qui arrive, c'est quoi qui se passe pour toi ? Ce qui se passe pour moi, c'est peut-être des moments où je n'arrive plus trop à réfléchir parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent en même temps. Beaucoup de possibilités que j'envisage. Je suis sur le point d'entreprendre quelque chose et ça va de organiser ma journée, organiser mon après-midi, à réfléchir aux 3 semaines qui vont arriver ou aux 3 ans qui vont arriver. Et à ce moment-là, tout se floute. Je me retrouve dans une sorte un vide un peu particulier. C'est un vide qui est en fait un plein de choses. Tout est possible. J'ai plein d'options. Et il faut que je choisisse. Et là, je crois que je suis pris peut-être d'une peur ou de ce que je peux appeler aussi une angoisse. Ouais. C'est des termes de vocabulaire sur lesquels tout le monde se chamaille dans les différents courants, ou peu importe les courants de thérapie, mais de manière générale, personne ne met la même chose derrière ce mot. Ouais. Et donc c'est des peurs, des angoisses qui me saisissent, que je peux regarder a posteriori, et que maintenant j'apprends de plus en plus à détecter quand elles m'arrivent. Je me dis ok, là j'ai tout devant moi, j'ai toutes les possibilités, les risques comme les réussites, et c'est là que j'ai du mal à voir clair. Y a une phrase qui me plaît bien qui est l'angoisse est une émotion sans respiration. Elle me plaît bien parce que je pense qu'il n'y a pas trop de respiration à ce moment-là. Oui, dans ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sidération. Tu vois, une sorte d'inertie à ce moment-là, au moment où tu vis la peur, sachant que la peur, a priori, tu as l'air de dire que ça arrive plutôt après, enfin la conscience que c'est ça arrive après. Dans ton approche et dans ton expérience, qu'est-ce qui fait que y a des choses comme ça dans la vie ? C'est très très général, parce que évidemment chaque cas va être différent, mais qu'est-ce qui fait que généralement on en vient à cet état-là alors, certaines personnes vont appeler ça des blocages. Effectivement, ça peut être sous forme d'inertie ou de sidération. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ce trop plein d'informations ou de pensées, d'un coup, crée un handicap, quoi ? Quand je suis confronté à un choix, en fait, je pense que c'est là que la peur arrive.
Et si je suis confronté à un choix, c'est que je vais imaginer ce qui va se passer. J'essaie d'anticiper, j'essaie de puiser dans ce que je sais de moi, dans ce que je sais que je suis, je sais ce que je sais faire. Là, je puise et je regarde si je suis capable, pas capable, quelles sont les conséquences. Et tout de suite, pour moi, une des plus grosses... le mot que je pourrais mettre pour essayer d'expliciter un petit peu ce que je ressens, c'est déjà une peur liée à la responsabilité que je vais devoir prendre en faisant mon choix. Que ce soit répondre à quelqu'un, ça m'engage, c'est moi qui dois parler. Quelles sont les conséquences? Et donc là, tout ce que j'imagine, si je suis occupé à imaginer, peut-être que je suis pas occupé à respirer, peut-être que je suis pas occupé à regarder ce qui se passe vraiment en face de moi, je suis peut-être plus occupé à aller chercher dans mes représentations, dans mes souvenirs, dans mes hypothèses, tout ce que je sais. Du coup, pour répondre à ta question, peut-être que à ce moment-là où tout se stoppe, et paradoxalement tout s'agite, en fait tout s'agite tellement que je ne peux rien faire et je me stoppe. C'est peut-être parce que déjà parce qu'il y a quelque chose d'important à ce moment-là, et que donc du coup ça mérite peut-être de m'arrêter. Je pense que c'est nécessaire ces moments-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose de sacré qu'il faut que je regarde bien. Ça, c'est la partie utile. C'est quelque chose qui est, je pense, nécessaire pour faire un choix, pour avancer. Et puis, ce qui pourrait être peut-être handicapant, c'est que ça dure trop longtemps ou que j'arrive pas à m'en sortir et que je reste dans ma tête à formuler toutes ces hypothèses et qu'en fait, ces hypothèses, elles s'éloignent de plus en plus de la situation que je suis en train de vivre. Et cette situation, c'est peut-être la personne que j'ai en face. Tiens, est-ce que tout ce que je suis en train d'imaginer, c'est ce qu'elle est là en face en train de me montrer, ou est-ce que je pourrais peut-être prendre le temps d'aller questionner un petit peu la personne en face, ou voir si ce que j'imagine c'est juste ou pas. Prenons l'exemple de, justement, tu as reçu un message et tu dois y répondre. Ouais. C'est vrai que si tu lui demandes comment elle va ou comment elle se sent avant même d'avoir répondu à à son message ou à sa demande, ça peut être, ça peut rendre les relations très très diluées et très longues et peut-être un peu moins directes. Comment tu fais justement, quand tu es face à cette multiplicité de choix, il y a ce moment d'arrêt, ce stop où tu analyses un peu tout avant de faire tes choix. Au final, comment tu fais un choix? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas vérifier? Qu'est-ce que tu vas analyser, mesurer avant de te dire tiens, je vais répondre ça à cette personne, ou je vais faire tel choix de vie Aujourd'hui, de plus en plus souvent, de plus en plus naturellement, mais c'est pas tout le temps, j'arrive à prendre appui sur quelque chose que j'avais pas du tout utilisé auparavant, qui est la question toute bête de comment est-ce que je me sens déjà pendant que j'ai ces réflexions-là, comment est-ce que je suis moi. C'est là que je vais trouver aussi des réponses. Mon état, mon ressenti, il est tout aussi important que les réflexions que je vais avoir dans ma tête, qui sont d'ailleurs souvent des réflexions qui vont à une vitesse grand V et puis dont je me rends pas trop compte. Donc prendre un moment pour, alors soit tout bêtement pour respirer et voir où j'en suis moi, comment est-ce que je me sens, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, en me disant que si c'est là, c'est que ça a du sens, même si ça correspond pas trop à mes hypothèses, genre si je fais ça, ça va marcher, si je fais ça, ça va pas marcher. Non, moi ce que j'ai envie de faire maintenant, a priori c'est plutôt juste. Donc ça me permet en fait de me lancer, surtout si j'ai été suffisamment de fois confronté à des choix et que je me rends compte que j'ai jamais fait un choix parfait. Jamais. Il y a ça en dessous pour toi, la peur de se tromper, du coup, de pas faire le bon choix ou le choix parfait, qui fait que tu vas te mettre à, d'un coup, balayer toutes les possibilités, anticiper les choses. Ouais. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité dans le choix.
puisque je dois assumer mon choix. Il y a quelque chose de l'ordre du choix parfait, de la perfection. Donc, quelles sont toutes les options que j'ai et puis après quelques temps, je sais pas toi, mais je me rends compte que tous les choix que j'ai faits comportaient un aspect négatif et je m'étais coupé d'autres choses. Et donc ce que tu vas aller écouter à ce moment-là, c'est plutôt ton ressenti plus que la raison ou la justification de tel choix, ou le résultat positif ou négatif de tel choix. Ouais. Mon ressenti me permet de comment dire, je considère le ressenti, et quand je dis ressenti, c'est-à-dire comment je me sens maintenant, comment je sens ma respiration, comment est-ce que je me sens physiquement, quelles sont mes émotions. Je considère que c'est une synthèse parfaite du moment auquel je suis en train pendant lequel je suis en train de réfléchir, et donc c'est une synthèse de toutes les informations dont j'ai besoin. Et les réflexions intellectuelles n'en font qu'une petite partie. Donc du coup, je prends appui là-dessus. Je prends appui sur des notions à la fois intellectuelles, des réflexions, et puis des choses beaucoup plus basiques. Voilà, de quoi j'ai envie maintenant, et j'essaie de me lancer. Ça me pose la question et qu'on m'a souvent posé aussi, c'est finalement la place du regret ou des remords. Tu parlais de responsabilité dans le choix. Le choix, a priori, dans ce que tu me dis, peut paraître juste s'il est fait en fonction de ce que tu ressens sur le moment. Qu'est-ce que tu penses justement de cette notion de regret et de choix, de remords, quand on a fait un choix qui sur le moment nous paraissait juste et qui finalement, peut-être avec le contexte qui est différent, les circonstances qui sont différentes, paraît être pas le bon choix ou pas le meilleur ou, Il y a déjà une première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est j'ai cette croyance que, a priori, je fais toujours du mieux que je peux. Et je dis je, et j'imagine que c'est l'être humain. Je ne cherche pas à souffrir. Je ne cherche pas à faire du mal, parce que si je fais du mal, a priori, je souffrirai des conséquences. Donc du coup, si je fais un mauvais choix, ça sera toujours le meilleur choix possible à ce moment-là. Et ce que je voudrais introduire comme idée aussi, par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que en fait, quand on parle de choix, quand on parle de peur, il y a l'autre. Si j'ai des remords, j'imagine presque à 100%, il y a quelqu'un d'autre qui est là, quelqu'un d'autre imaginé ou quelqu'un d'autre de réel. Et donc du coup, peut-être que si je reste dans ma tête à réfléchir au choix que j'ai fait, était-il bon, mauvais, oui, là je peux avoir des regrets qui me bouffent. Par contre, si j'ai des regrets ou des remords et que je vais les confronter à un moment ou à un autre, j'essaye d'aller en parler, d'aller vérifier, parce que ça fait aussi partie de l'imaginaire, les regrets et les remords. C'est-à-dire une histoire que je vais me raconter, c'est pas forcément faux, hein. L'imaginaire est super utile, mais c'est que la moitié du chemin. Si je vais pas vérifier, je pourrais pas savoir. Et je pense que ça peut atténuer pas mal d'angoisse liée à des remords ou des regrets. Il y a une notion que tu abordes là et qui est propre à la Gestalt, qui est ta spécialité, c'est la notion de relation. Oui. Est-ce que tu veux bien nous partager finalement la place de la relation dans notre propre vécu, construction individuelle, imaginaire, etc. Je crois que nous nous construisons dans la relation. Le bébé, l'enfant, l'adulte n'a son sentiment d'existence que à travers l'autre. C'est à l'occasion de ta présence que je me rends compte que j'existe. Et donc, pour moi, la relation est le lieu de la vie. Ça fait un peu grande phrase, mais... Ouais, mais on fait que ça. Hein. J'en ai dit plein des grandes phrases. Et donc la relation,
c'est le point de départ, le point du milieu, le point d'arrivée. C'est par là que je me construis. Et il y aura toujours de l'autre, même si je suis dans ma tête, même si je suis dans mon imaginaire, même si je suis dans mes réflexions, même si je suis dans mon corps. Tout ce que je ressens, tout ce que je vis, je le vis à l'occasion de quelqu'un d'autre. Et donc c'est une notion qui pour moi m'est très utile, que ce soit dans mon métier comme dans ma vie, parce que je me sens moins seul, parce que je sais que je vais avoir un impact sur l'autre, puisque l'autre aussi vit de relations et que l'autre a un impact sur moi. Ça rebat pas mal les cartes dans plein de situations, de se dire ok, on est en train de créer ce moment tous les deux. C'est pas moi tout seul qui ai mes peurs, qui ai mes angoisses. Si elles arrivent et si on en parle, c'est une affaire de la relation et pas de moi en tant qu'individu isolé qui pourrait survivre sans un autre être humain en face. Justement, tout à l'heure, tu parlais de ce quelqu'un qui peut être réel ou imaginaire. Évidemment, on se retrouve régulièrement dans des situations où on n'est pas en relation directe avec quelqu'un. Moi, je pense à ma peur de la solitude, par exemple, où je me dis, tiens, effectivement, quand je suis seul, il se passe un truc qui n'est pas toujours agréable. Est-ce que c'est parce que justement il y a cet autre imaginaire à ce moment-là qui rentre en compte, même quand je suis seul physiquement, je veux dire comment tu vois cet autre imaginaire si je suis pas directement dans une relation et dans une interaction réelle? Je saurais pas vraiment répondre à cette question. Ce que ça m'évoque, c'est assez flou en fait. Effectivement, si je repense moi à quand je suis seul et mon sentiment de solitude, sans savoir trop te le justifier, j'ai quand même l'impression qu'il y a toutes ces représentations des autres qui sont là, et donc si je pense à quelqu'un, ou si je pense à quelqu'un, j'en crée une image, et ce qui est curieux, c'est que c'est presque la même chose que je vais faire même quand je suis face à toi. C'est que ce que je vois de toi, c'est un mélange de ce que j'imagine de toi, ce dont je me souviens, de ce qu'on a vécu ensemble, ce que j'imagine qu'on va vivre, et donc c'est aussi des représentations. C'est un peu l'idée que même quand on est seul ou quand on se sent seul, on est toujours seul par rapport à quelqu'un. Peut-être. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à la solitude et qui distinguent une solitude qui peut être ressentie même quand t'es au milieu d'une foule, ou pas forcément au milieu d'une foule, pire, avec quelqu'un tout seul dans une pièce ou avec des personnes choisies, et un sentiment quand même de solitude. Là, moi, je le vois comme une difficulté à rentrer en lien, à rentrer en contact et à se nourrir de la présence des autres et de l'interaction qu'il y a. Et puis il y a la solitude quand t'es seul. Il y a des personnes qui se sentent pas seules quand elles sont toutes seules dans une pièce. Est-ce que cet autre imaginaire, quand t'es seul physiquement, ça peut être aussi toi-même, ou une représentation que t'as de toi, ou une représentation fantasmée que t'as de toi? Je pense que continuellement, alors je vais parler en mon nom, mais je suis en permanence en train de raconter une histoire, en train de me raconter mon histoire. Je pense que j'ai besoin en permanence de donner du sens à ce que je vis, et donc du coup, pour donner du sens, j'ai besoin d'avoir des personnages, d'avoir un scénario. Même s'il est revu et changé à chaque instant, je fonctionne, c'est ma manière d'élaborer et de vivre, c'est en créant mon récit, en créant un récit. Et donc, effectivement, il y a toujours un peu une voix off où je suis le personnage que j'observe. Je suis ce que je crois que je suis. Et puis c'est revu à chaque instant, et surtout aux instants où je suis en relation avec quelqu'un. Et puis là, ok, l'autre va me donner une autre image de moi, et donc je vais réintégrer ça dans mon propre récit de moi-même. Il y a beaucoup de phrases comme ça qui reviennent, notamment dans le domaine du développement personnel, qui est que les émotions sont créées par les pensées, donc en fonction de ce que je pense, je vais ressentir telle ou telle chose.
et que, a priori, si on ne pense pas, enfin, s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Alors, oui, effectivement, ça peut être vu comme si des émotions naissent des pensées. Effectivement, si je te demande de penser à quelque chose de très triste, tu vas probablement sentir une émotion. Si je te demande d'imaginer que tu croques dans une tranche de citron vert, tu vas sentir des choses dans ton corps. Donc effectivement, il y a une influence de la pensée sur les émotions. Je vois les émotions comme venant de plusieurs endroits, pas forcément que de la pensée. J'imagine que tu as aussi vécu des moments où une émotion te saisissait et t'étais pas forcément capable de savoir quelle était la pensée qu'il avait générée, mais peut-être plutôt quelque chose que tu as vu, que tu as entendu. Et je pense que l'émotion, en fait, c'est une synthèse de plein de signaux. Il y a la pensée, il y a ce qui se passe dans la pièce, il y a ce que je ressens. C'est une hypothèse un peu tirée par les cheveux, mais peut-être que tu ressentiras peut-être la tristesse différemment en fonction d'avec qui tu es, et peut-être de la température qu'il fait dans la pièce, du film que tu es en train de regarder. Certains psychologues ont décrit l'émotion comme étant une synthèse parfaite de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire ce qui se passe à la fois dans les pensées et dans le corps. Ouais. Et à l'extérieur. Puisque je ne peux pas, c'est une des notions qu'a apporté la Gestalt, c'est je ne peux pas considérer un individu sans penser son environnement. Tu peux pas, toi, me décrire un être humain sans parler de la gravité qui donne une forme à son corps, l'air qui passe dans ses poumons. Tu peux pas le penser comme un être séparé. Et donc, du coup, ton environnement a toujours une influence sur toi. Et ça vaut aussi pour l'inverse. Tu as toujours une influence sur ton environnement. Et donc, à partir de là, si tout est intimement lié et inséparable, ce que je vis, c'est la situation qui me le fait vivre. Et la situation, c'est ce que je suis, et ce que je suis à l'occasion de cette situation. Donc ça sera toujours une affaire d'interface. Ouais. Donc l'émotion, finalement, dans ce que tu dis, c'est la fonction première, ça reste de nous donner une information sur notre présent en prenant toutes les informations en compte. Sans forcément pouvoir intellectualiser sur le moment, parce que l'émotion, c'est aussi une... je le vois comme quelque chose qui est lié à un mouvement, éventuellement un besoin, à une excitation qui monte. Et là, ça peut devenir une émotion qui t'amène à agir, et une émotion qui t'amène à te pétrifier, suivant les situations que tu vis. Donc le fait effectivement d'être en permanence en interaction avec notre environnement, les circonstances intérieures, extérieures, l'histoire qu'on se raconte, etc. Cette notion de relation, moi, m'amène à une autre question, c'est finalement, est-ce qu'on est tout le temps en train de s'adapter à tout ça ? On passe notre temps à être en adaptation ou je crois qu'il y a un terme d'ajustement ou de régulation dans la Gestalt, mais voilà, est-ce qu'il y a ce truc-là en jeu ? Oui, l'adaptation pourrait sous-entendre que c'est moi qui m'adapte à mon environnement. L'ajustement, c'est des choix de vocabulaire, mais l'ajustement pourrait plutôt vouloir signifier que les deux parties s'ajustent. C'est peut-être un petit peu plus difficile de s'imaginer que là, ici, assis dans cette pièce, j'ai une influence sur cette pièce. Ouais. Mais en fait, j'en ai une. Je vais en modifier la température, je vais en modifier... même si les murs n'ont pas d'émotion, ils vont ressentir les vibrations de ma voix. Bon, j'ai une influence sur l'environnement, donc l'environnement va s'ajuster à moi aussi, autant que je vais m'ajuster à l'environnement. Et donc oui, en permanence, c'est un jeu d'équilibre, un équilibre éphémère qui se remet en question à chaque fois. Je me rends compte que ça pourrait, quand je te dis ça et quand tu me poses la question, je me dis mais alors putain,
c'est l'angoisse en permanence. Tout est ajustement tout le temps. Ouais. C'est une activité folle. Il se trouve que on fait beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Et on s'ajuste et l'environnement s'ajuste à nous sans forcément qu'on s'en rende compte. Quand on s'en rend compte, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'important, de nouveau. De nouveau à vivre, qu'on est en train de vivre, et donc c'est là où éventuellement on a un peu plus conscience de ce qui se passe. Mais on est en ajustement en fait en permanence. Moi je pense que ça me rappelle une notion qu'on a apprise tous les deux dans une formation, c'est la notion d'homéostasie finalement, cette quête, alors déjà en termes de santé dans notre corps, de l'équilibre, considérant que même une maladie est une quête d'équilibre et de travail de la santé dans le corps. Finalement, en fait, on pourrait, cette notion qui s'applique à la santé, on pourrait l'appliquer dans nos relations, ouais, c'est ça, dans la condition humaine. C'est en permanence des quêtes d'équilibre, de réajustement. C'est ça l'idée. Ouais, l'autorégulation, j'y crois beaucoup comme système qui régit à peu près tout ce qu'on vit. Et alors, ça pose la question des accidents au sens large. Si tout est homéostasie, normalement tout devrait bien se passer. Sauf que, en fait, vu que tout change tout le temps, tout doit s'ajuster à tout en permanence. Donc, quand une personne, par exemple, qui vient te voir ou qui vient me voir, arrive en disant, bah voilà, je me sens bloqué dans ma vie, etc. Ce blocage-là, est-ce que c'est un blocage qui est réel dans le sens de, il y a un moment donné où ça s'est arrêté? Ou est-ce que c'est aussi un ajustement d'être bloqué? Ou en tout cas de pas se mettre à faire telle action, etc. Tout à l'heure, tu disais au début de l'épisode, quand je suis pris dans un événement, par exemple, il va y avoir cette espèce de moment de pause où je vais tout analyser. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es dans une vraie pause, c'est-à-dire que le temps s'est vraiment arrêté à ce moment-là pour que tu puisses analyser les choses, ou est-ce que c'est aussi un mouvement que d'être bloqué? Je pense que c'est un mouvement d'être bloqué. C'est peut-être si je viens t'en parler et que je te dis je suis bloqué, c'est ma manière de te dire dans quel état je suis, mais le fait que je vienne et que je te dis je suis bloqué, je suis déjà en mouvement. Ouais. Ce qui n'annule pas la problématique en elle-même, et je pourrais me sentir bloqué à plein d'endroits, sur plein de sujets, presque irrémédiablement parfois. Mais le fait d'y penser et d'agir, d'aller voir quelqu'un ou d'en discuter avec quelqu'un, ça sous-entend au moins que j'ai la volonté de bouger. Tu vois, par exemple, je me sens bloqué, je pourrais le reformuler en disant je peux pas bouger. Je peux pas faire cette action, je peux pas. Parfois, je me rends compte que, en fait, peut-être que c'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Mais je me dis que je peux pas parce que c'est peut-être plus facile à appréhender. Si je veux pas, c'est qu'il y a une peur derrière, peut-être de me foirer, de rater, de pas faire le truc parfait, de faire du mal, de passer pour un con, de faire ça pour rien. Et donc du coup, ce sentiment d'être bloqué, c'est en fait peut-être juste une autre manière de dire tiens, je suis en train d'avoir envie de bouger. Oui, et puis c'est une représentation, encore une fois, c'est une perception, c'est-à-dire que la personne peut-être se sent bloquée par rapport à quelque chose vers quoi elle tend, mais quand bien même elle est quand même en mouvement à cet endroit-là, quoi. Oui, elle va être bloquée parce qu'elle a peur de parler avec quelqu'un, donc je suis bloqué pour aller parler avec cette personne. Effectivement, elle ne lui parle pas, donc elle est bloquée. Mais il y a peut-être déjà là quand même ce mouvement. Après, c'est être bloqué, c'est regarder et dire ok, j'y vais pas, et peut-être que de dire en fait c'est pas que je peux pas y aller, c'est que je veux pas y aller. Il y a des fois où je vais être convaincu qu'il faut que je fasse cette chose-là. Si je regarde un petit peu pourquoi est-ce que je veux faire cette chose-là, qu'est-ce qui m'amène à faire cette chose-là, peut-être que je peux me rendre compte que en fait c'est quelque chose que j'ai entendu quelque part, il faut être heureux, donc du coup putain il faut absolument que je sois heureux. Non, en fait j'ai pas envie d'être heureux, et puis parce que c'est pas la même définition que j'ai du bonheur, donc et donc c'est un moment de réflexion qui permet de faire le point, mais en fait c'est déjà une mise en mouvement, je pense. Par rapport à justement
On parle souvent dans nos pratiques, on parle souvent de l'enfance, on parle souvent du passé. On peut parler de traumatisme ou de choc émotionnel. Et je me demandais justement, est-ce que dans le présent, est-ce qu'on peut s'ajuster par rapport à des choses passées justement? Une personne, quand elle va venir te consulter ou me consulter, elle peut venir pour une problématique présente ou elle peut venir parce qu'elle souffre encore de quelque chose qui est arrivé avant. Ça me pose la question du temps et de est-ce que finalement ce qu'on vient guérir ou travailler ou explorer ou découvrir ou connaître, est-ce que cette notion d'ajustement se fait uniquement dans ce qui se passe dans le présent ou est-ce qu'au finalement on cherche, quand on consulte par exemple pour un événement passé, à s'ajuster par rapport à cet événement? Je considère que si quelqu'un vient me poser cette problématique, vient en parler avec moi, de manière générale, je considère que le passé ou l'avenir, et surtout le passé, on peut pas le changer, et c'est au présent que je vais te parler de mon passé. Et donc je vais te parler de mon passé souvenu aujourd'hui. Ce qui implique que non, je pourrais pas changer ce qui s'est passé. Je pourrais changer le regard que j'ai sur ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé peut très fortement influencer ma manière d'être aujourd'hui. Peut encore m'agiter de cette manière-là ou d'une autre. Et donc si je viens t'en parler, c'est pas que je vais regarder que le moment présent, je vais regarder le moment présent, ce moment qui va regarder le passé, mais coloré de comment est-ce qu'on est, toi et moi, aujourd'hui. Ouais. Et donc, du coup, oui, je vais ramener du matériau du passé, mais sans l'illusion que je vais mener une enquête archéologique et changer un événement passé pour réinfluencer le présent. Ok. Selon toi, comment on pourrait expliquer justement le fait de, par exemple, continuer à souffrir au présent de quelque chose qui n'est plus ou de quelque chose qui a été un choc ou un trauma il y a parfois très très longtemps? C'est quoi qu'est-ce qui reste en fait pour toi? Qu'est-ce qui est de l'ordre du passé, du présent? Avec quoi on s'ajuste justement? Est-ce qu'on s'ajuste que par rapport à un souvenir ou est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui est resté fixé à ce moment-là, au moment du choc, comme une commotion? Je sais pas. Je vois deux choses. Si j'ai vécu un événement, par exemple, j'ai subi de la violence. Je vais, à ce moment-là, quand je vis cette violence, mettons quand je suis tout petit, ou même il y a 5 ans, je vais tenter de dealer avec cette situation. Je vais mettre en place ce qui va me permettre de survivre, ce qui va me permettre de garder mon intégrité, et donc je vais réagir d'une manière ou d'une autre. Je vais me réguler. Soit je vais me pétrifier, soit je vais attaquer, soit je vais fuir. Je vais mettre en place quelque chose qui va être si je subis de la violence physique, par exemple, peut-être de me désensibiliser de certaines zones de mon corps. Et ça peut laisser des traces dans la suite, parce que si j'ai vécu une situation compliquée, en tant qu'être vivant, j'apprends un petit peu de ce que j'ai vécu. Et donc du coup, tout est leçon. Et s'il y a un truc qui a marché, consciemment ou pas consciemment, je vais le reproduire. On fait tout ça dans notre vie, de dire ok, j'ai vécu ça, c'est une technique qui a marché, je la réapplique. Et l'écueil, c'est que à chaque situation violente, je vais réagir de la même manière. Et donc je vais me couper éventuellement de quelle est la nature singulière de cette situation nouvelle. Ok, ça me rappelle de la violence, donc je vais faire appel à mes vieux réflexes. Ça, c'est une des manières de revivre quelque chose qui a été traumatisant. Et même et comment dire. Et il y a la deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que si j'ai vécu quelque chose de violent par le passé, et que c'est une histoire que je peux raconter, ça peut aussi devenir mon récit. Et mon récit de moi-même, ma bio, je suis quelqu'un qui a subi des violences quand j'étais petit.
ça fait partie de mon identité, mais ça peut prendre le pas. Dans mes relations aux autres, je vais parfois peut-être me définir que comme ça. Peut-être que, en fait, si je me définis que comme ça, c'est parce que je crains que si je ne raconte pas ça de ma vie, les gens vont pas savoir et vont pas prendre soin de moi. Et donc du coup, je vais raconter cette histoire, je vais me définir par rapport à cette histoire, et c'est une autre manière, je pense, pour les traumatismes anciens, de survivre dans le présent, en étant partie de ma bio, mais peut-être en chapitre majeur. Continue à raconter ton histoire qui t'a permis de te définir et de te construire une personnalité, une histoire, un récit personnel. Voilà, j'ai subi une violence et c'est peut-être comme ça que je vais me définir par rapport aux autres. D'accord. Comment tu pourrais expliquer justement le fait de répéter certains scénarios, ou en tout cas la sensation qu'il y a un schéma qui se répète J'imagine que quand j'ai vécu quelque chose de difficile, qui m'a demandé de m'ajuster dans l'urgence, de mettre en place quelque chose, fermer les portes, me couper, ou alors exploser, je me suis ajusté dans l'urgence et j'ai peut-être pas résolu le truc à ce moment-là. Et donc le besoin au fond à ce moment-là a pas été assouvi. Parce que j'ai pallié j'ai paré au plus urgent. Ouais, t'as été efficace, t'as été dans le plus... Ouais, c'est-à-dire que à ce moment-là, dans le moment de violence, par exemple, je reprends cet exemple, ma survie a pris le pas sur ma réalité. Et donc, il y a quelque chose qui reste d'inassouvi. Et certains le voient comme ça, moi je suis pas encore vraiment sûr que ce soit une règle universelle. Mais effectivement, si j'ai l'impression de répéter des schémas relationnels, peut-être que j'ai quelque chose à aller confronter, à aller regarder. Voilà, j'ai vécu dans un environnement violent dans ma famille quand j'étais enfant, c'est bizarre, je me retrouve dans des relations où il y a de la violence, sous différentes formes, mais j'ai cette sensation que je reproduis, je suis toujours avec une personne où ça finit par exploser en violence. Qu'est-ce qu'il y a à regarder ? Là, ça serait très difficile de sortir une solution à ce moment-là, mais je vois ce que tu veux dire dans cette sensation de répétition, parce qu'il y aurait quelque chose à assouvir à ce moment-là qui n'a pas pu être assouvi parce que c'était trop dangereux. D'accord, donc c'est le besoin auquel on n'a pas répondu parce qu'il y avait un besoin de survie à ce moment-là et qu'on a dû s'ajuster de manière urgente. C'est comme si cette espèce de part de nous cherchait à réémerger et à s'exprimer et nous amènerait inconsciemment à recréer un contexte favorable à ce que ça s'exprime. Ce serait ça un peu l'idée. Ouais, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. J'ai vécu, mettons, dans une famille où ma mère était dépressive. Donc, quand je dis dépressive, c'est-à-dire une personne qui est plutôt en état de fragilité, qui a un peu de mal à se projeter, à se faire des projets, à avoir de l'énergie. Et donc, du coup, en tant que petit enfant, ma survie dépend des soins qu'elle va m'apporter. Si je vois 2-3 fois que quand j'exprime des besoins, que je pleure, c'est super angoissant, un enfant qui pleure. En tout cas, moi, je le sais, dans mon bide, c'est assez pétrifiant. Peut-être que petit enfant, je vais voir que quand je crie, ma mère, ça l'angoisse parce que elle se pose plein de questions. Elle se dit, mince, est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je suis... si elle est dans un état dépressif, elle va pas vraiment avoir confiance dans les actes qu'elle fait. Et donc, du coup, je vais percevoir très facilement qu'elle se met en retrait, qu'elle risquerait de disparaître. Je vais pas forcément exprimer mes besoins, du coup, en tant que petit bébé. Je vais les exprimer à minima, parce que si j'exprime mes besoins, je prends le risque de faire peur. Et que ma mère soit encore plus fragile, voire encore plus endommagée que ce que je l'aperçois actuellement. Et donc, du coup, par la suite, je vais peut-être me retrouver dans des schémas relationnels ou dans des situations où, mes besoins, je les exprime pas beaucoup.
Et puis très souvent, je suis très sensible aux personnes. J'ai très peur qu'elles soient tristes, j'ai très peur qu'elles soient dépressives. Voilà une manière que je pourrais utiliser pour illustrer une manière de répéter des schémas, parce que ça peut être pas forcément très caricatural non plus. Ouais. Comme ça me parle en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce courant et de cette tendance à justement aujourd'hui au coaching, au fait de plutôt se concentrer sur les résultats, sur les solutions, se poser la question de comment plutôt que de pourquoi. Voilà, l'idée que peut-être de savoir d'où ça vient et pourquoi ça m'est arrivé, peut-être que ça m'est pas utile. Justement, toi qui es plutôt dans la thérapie, ce qui est une autre approche. Voilà, je voulais avoir ton avis sur ça, sur ce qui est proposé aujourd'hui et l'espèce de pléthore justement de choix. On en parlait au début. Pour se faire accompagner ou en tout cas avoir une meilleure vision de soi-même. J'imagine que cette mode récente, je pense que déjà c'est très bien qu'elle soit là, dans le sens où elle permet au moins de rendre visible le fait que quelqu'un qui se pose des questions, il peut en parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a envie d'aller mieux, il peut travailler tout seul avec quelqu'un d'autre, se renseigner. Je pense que ça c'est très positif. Et puis comme dans tout mouvement, toute mode, il y a une hystérie qui arrive en première phase où tout le monde trouve ça génial et tout le monde s'y met. L'effet de réseau fait que ça explose en termes de volume. Il y a plein de gens qui s'y mettent et le risque que je pourrais voir, le point de vigilance, c'est effectivement les recettes toutes faites, les gens qui vont dire quoi faire pour être heureux sans jamais questionner quelle est ta définition à toi du bonheur, et plutôt de te dire le bonheur c'est d'être comme ci ou comme ça. Je pense que c'est très bien que les gens puissent enfin parler de certains sujets qui les font souffrir. Mais effectivement, il y a peut-être une surexcitation et une surutilisation de ces méthodes qui pourraient comporter le risque de se retrouver avec des personnes qui n'arrivent paradoxalement pas trop à penser par elles-mêmes. Parce que en fait, l'idée du bien-être, elle est top. C'est très joli. Et sauf que en fait, ça peut devenir un dogme comme tout dogme en fait. Et si je te dis comment être pour être heureux, moi je pars mon point de vue, c'est que je crée ma vie. Donc du coup oui, je vais m'alimenter de ce que l'autre va m'apporter. Mais si je le gobe tout cru et que je le questionne pas, je vais me retrouver avec des règles que je vais tenir 2-3 mois, 2-3 ans, et puis un jour je vais exploser parce que c'est pas moi, je me les suis pas appropriés, ces principes. Et tout ce qui vient de l'extérieur comme ça, comme injonction à telle ou telle attitude, même si c'est des belles injonctions, même si a priori c'est du bon côté de l'histoire, on n'est pas en train de demander aux gens de se faire du mal, on leur dit de se faire du bien. Si c'est des injonctions qui sont prises comme telles, ça peut poser problème, je pense. On a forcément besoin de quelqu'un pour aller mieux. Alors, je vois un double fond dans ta question. Je pense qu'on a forcément besoin de quelqu'un pour aller mieux, parce qu'on a forcément besoin de quelqu'un pour vivre. Après quelqu'un, ce fameux je vais voir quelqu'un, je vais voir un psy. Non, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Si on avait besoin forcément de voir quelqu'un, tout le monde irait voir un psy. Et la preuve, c'est que c'est pas le cas. Et si on n'avait pas besoin, personne n'irait voir un psy. Donc je pense que ça peut être utile pour plein de personnes de faire un moment, un travail qui va leur permettre de se retrouver face à quelqu'un d'autre qui va, dans un cadre sécurisé du cabinet, dans la confidentialité,
leur permettre d'explorer un peu qui ils sont, comment ils sont, voir où est-ce qu'ils se sentent bloqués, où est-ce qu'ils se sentent puissants, où est-ce qu'ils se sentent impuissants, et puis avancer dans leur vie. Mais on n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Ça me pose aussi la question il y a toujours une réponse ou une solution au problème. C'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode avec toi, c'est parce qu'on a des approches, même si elles sont différentes au départ, finalement elles se rejoignent beaucoup, dans le sens où on est plutôt dans un processus plus que dans une mission, avec un nombre de séances et puis un résultat à la clé. Moi, ça m'a renvoyé, quand j'ai commencé à apprendre ça m'a renvoyé à... Je me suis demandé, mais finalement, à quoi ça sert, du coup, si, à la fin, il n'y a pas de résultat, en fait. Comment, toi, tu vis ça, justement, par rapport à ce qui pourrait être très séduisant et spectaculaire dans la proposition et l'offre de coaching, où, effectivement, on va te vendre des méthodes, des clés, des résultats, des modes d'emploi. Oui, c'est une question assez assez sensible pour moi aussi, la question du résultat. C'est déjà de base extrêmement difficile à définir, un résultat. La personne qui dit je vais vraiment mieux après cette suite de protocoles ou cette suite d'événements, tu peux toujours imaginer qu'elle va avoir un autre coup de mou après. Ça me ramène à moi à la conception que j'ai de la vie qui est une succession d'événements qui sont plaisants et déplaisants, avec des échelles et des niveaux d'intensité différents. Et donc du coup, c'est marrant, ça me renvoie plus à une quête de sens plus globale sur la vie, en fait. C'est à quoi bon tout ça, à quoi bon la thérapie, si je suis pas sûr du résultat. Là, tu vois, je pourrais me plonger un peu dans le vide de la réflexion. Oui, c'est une grosse question. C'est une grosse question, et c'est d'ailleurs une des questions qui, parfois, pour moi, et peut-être, j'imagine pour d'autres, crée de la peur. C'est cette notion de quête de sens. Est-ce que ça a un sens? Effectivement, en thérapie, pouvoir constater que quelqu'un semble aller mieux, puis après ça rechute, et puis sans forcément avoir de résultats définitifs et de dire là, avant ça allait pas bien, maintenant ça va mieux, et là je trace une ligne et tout ira mieux. Ça, je pense que c'est illusoire, c'est une représentation mensongère. Déjà, si je crois plus à cette représentation mensongère, je sais que les personnes que j'aide et que j'accompagne, je suis pas là pour qu'elles aillent mieux. C'est elles qui iront mieux ou qui iront moins bien, et elles iront forcément mieux ou moins bien, a priori, dans leur vie. Et donc, c'est plutôt de les accompagner, de me faire être une caisse de résonance pour eux à un moment. Et leur permettre de choisir le chemin qu'elles veulent parcourir, sans avoir cette illusion que je vais les sauver de quelque chose ou résoudre un problème. Tout ne sera que momentané. Et puis en plus je pars du principe que si on arrivait à comprendre, si on arrivait à tout comprendre à l'issue d'une thérapie, à l'issue d'un coaching ou à l'issue d'une réflexion personnelle, si on comprenait comment fonctionne la vie, je pense qu'on se ferait chier. Il y a du déproche derrière, non? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que tu vois de l'évolution justement de cette notion de thérapie, d'accompagnement depuis que ça existe, merci Papa Freud et la psychanalyse, par rapport à aujourd'hui? Pour toi, qu'est-ce qui a évolué et à quoi ça ressemble aujourd'hui par rapport à avant? Là, il y a un peu... Il y a déjà l'évolution de nos sociétés et de nos relations en société qui font que on se retrouve dans des difficultés qui sont différentes. Et l'époque de Freud voyait certains symptômes qu'on voit moins aujourd'hui, et on peut retracer le parcours avec différentes phases. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un paysage où
où les choses ont pas mal évolué. Il y a un paysage qui est composé de personnes qui vont croire que tout est comportemental et donc du coup je peux reprogrammer mes comportements et m'adapter à ce qui se passe dans ma vie et donc être plus souffrir moins. Ça c'est plus de l'ordre de la PNL si on veut mettre un peu pour les personnes qui écoutent deux trois directions de réflexion. Ouais, c'est des thérapies comportementales. Il y a la PNL dedans, effectivement. Et TCC, comme on dit. Ouais, effectivement. Il y a des courants. Il y a le courant psychanalytique a beaucoup évolué aussi. Ouais. Il s'est dégagé de la posture qui a bien marché au début du XXe siècle avec Freud, qui correspondait à lui, à sa personnalité, c'est-à-dire de se couper du patient, de pas être en direct avec lui, et puis de se faire oublier et là maintenant les psychanalystes sont revenus à quelque chose beaucoup plus dans la relation. Ça a beaucoup évolué. Tu mets plus de toi en tant que thérapeute aujourd'hui que ce qu'on aurait pu faire avant ou nous recommander avant, c'est-à-dire d'être dans cette neutralité. Avant il y avait la croyance que le client qui vient, le patient qui vient, il a des choses à élucider. Et l'expert qui était le psychanalyste ou le psychiatre avait lui son panel de connaissances et qu'il allait diagnostiquer et proposer un traitement. Et puis petit à petit, les thérapeutes se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de mal à en fait être neutre. Si je suis en face de toi, je ne peux pas être neutre. Ouais. Je suis impacté par ta présence, donc je peux pas prétendre être un thérapeute neutre. Et donc du coup, les thérapeutes ont beaucoup plus assumé le fait qu'ils étaient là dans la pièce en fait, et ils éprouvaient des choses. Après, c'est un choix de la part de chaque thérapeute de dire ok, ce que j'éprouve quand tu me parles, c'est quelque chose que je pense être utile pour nourrir notre relation. Il y en a qui ne le pensent pas. Et il y a autant de thérapies qu'il y a de besoins chez les gens. À ce moment-là, il y a des personnes pour qui ça va être très bien de faire une thérapie comportementale, une psychanalyse, un travail en gestalt-thérapie ou en d'autres approches. Mais aujourd'hui, oui, je pense que l'ensemble des professionnels de l'accompagnement se sont rendus compte que qui pouvaient pas s'extraire de la situation qu'ils étaient en train d'essayer d'observer. Je suis pas sûr que ce soit une vraie citation, mais elle m'a bien fait marrer. C'était Einstein qui disait: tu pourras t'asseoir sur une chaise et observer tout l'univers, tu comprendras tout de l'univers, mais tu sauras rien de la chaise sur laquelle tu es assis. Et donc du coup, c'est un peu ce biais qu'avaient les gens au début, quoi, de se dire en fait, j'observe quelqu'un et il est comme ça, comme il est dans la vraie vie, alors qu'en fait, si t'es comme ça face à moi, je suis forcément partie du tableau qui te conditionne à être comme ça. Et donc du coup, je suis dans la relation avec toi comme t'es dans la relation avec moi. C'est ce qui t'a amené toi à choisir plutôt la Gestalt quand on s'est connus, quand on est rentré un peu en formation ensemble. On a commencé par le corps, l'énergétique et tout, et puis finalement après, moi je me suis intéressé plutôt à la psy et toi plutôt justement aux thérapies brèves. Je me souviens à l'époque, tu faisais des recherches sur l'hypnose, sur la PNL et tout. Finalement, ce point de vue-là que tu as aujourd'hui du monde, c'est ce qui t'a amené à choisir plutôt à être praticien en Gestalt par rapport à toutes les autres pratiques justement. C'est un peu intriqué comme parcours intellectuel. En fait, c'est très simple. Au moment où j'ai choisi de me former, je me suis dit je suis patient chez une thérapeute. Je lui ai demandé c'est quoi son approche. Elle m'a dit voilà, je fais ça. Et j'ai pas plus réfléchi. Je me suis dit ok, j'ai été accompagné comme ça, j'ai travaillé avec cette femme et c'est comme ça que j'ai pu avancer dans ma vie. Et il se trouve que de façon assez magique, quand j'ai creusé un petit peu ce que c'était, je me suis rendu compte que ça correspondait à une vision de la vie que je soupçonnais. Et donc ça avait été théorisé, cette notion de toujours penser au contexte dans lequel les choses arrivent. Et si tu penses au contexte, si tu prends soin du contexte, tu te rendras compte que chaque situation est singulière, chaque moment est nouveau, et à chaque instant, tu as la possibilité de faire du neuf. Moi, ça me désacralise un peu la notion de blocage, du coup. Je me dis, ah ok,
Effectivement, en fait, on est toujours... Le blocage, le blocage comme il était vu au début, par la psychanalyse, les résistances, depuis, il a été revisité, et un blocage, ça peut aussi être vu comme une technique très utile à un moment, mais qui est utilisée à un autre moment où c'est plus du tout d'actualité. Contextuellement, ça a plus de sens. Et donc voilà, si tu regardes le contexte, tu te rends compte que dans ce contexte-là, c'était super intelligent de me bloquer, de pas parler, de disparaître. Maintenant, si je me bloque, que je parle pas et je disparais dans d'autres situations, peut-être que c'est pas intelligent. Parce que si je regarde ce contexte, en fait, je me rends compte que je peux totalement exister. Je voudrais finir cet entretien-là, même si ça me fait chier. Mais il faut que ça s'arrête à un moment donné. Sur notre génération, on fait partie de la génération des millennials, donc les personnes qui sont nées après 83. Pour toi, ce serait quoi, et c'est aussi pour que ça parle à la communauté du compte Balance ta peur, ce serait quoi les mots de notre génération? MAUX. Ouais. T'as vu, je suis fort en orthographe. Les mots de notre génération. Une sorte de syndrome d'être trop gentil. Peut-être que je parle plus pour moi, mais j'ai l'impression d'en rencontrer pas mal autour de moi. On a grandi, je pense majoritairement, avec des parents qui ont été une des premières générations à s'élever, à avoir un niveau de vie, et qui nous ont proposé à nous une situation. Et donc Effectivement, c'est contextuel cette question. C'est pas tous les enfants nés après 83. C'est vraiment, je parle de la société occidentale, européenne. De toute façon, je saurais pas parler des autres, si ce n'est de moi et du groupe que j'ai plus ou moins large autour de moi, et des gens de ma génération. On a grandi avec avec le choix, en fait. C'est pour ça que je voulais en parler. Et ce qui paraît paradoxal, c'est que de ce choix, d'avoir le choix, je pense je vois autour de moi, dans cette génération, pas mal d'angoisse. D'angoisse parce que la liberté est angoissante. Et on a grandi, nous, je pense, avec une grande liberté. Notre société est plus petit, notre famille nous a donné de la liberté. On a la chance de vivre avec aucun souci pour manger, pour s'habiller, pour survivre. Et donc on a le choix. On a le choix de faire ce qu'on veut dans notre vie. Même si chacun a ses difficultés, il y a des choix. Et donc je pense qu'il y a pas mal d'angoisse. On est un petit peu peut-être perdu. Il y a la quête de sens. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je peux? Parce qu'avant, les autres, en fait, ils pouvaient pas. A priori, il fallait qu'ils bossent, et c'est tout. Moi, je peux choisir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je pense que notre génération, elle peut éventuellement vivre quelque chose qui est de l'ordre de un peu de l'angoisse d'être paumée parmi tous ces choix, et se sentir peut-être un peu impuissante. Parce que tout est possible. J'arrive pas à me saisir d'une possibilité plus que d'une autre, et ça peut générer de l'angoisse. L'avènement d'Internet, des réseaux sociaux et tout ça, l'hypercommunication, pour toi, du coup, a eu un impact aussi sur ce choix, sur cette multiplicité de choix? Ouais. Tu vois une liste 50 fois plus longue de possibilités dans les métiers, dans les choses à faire, les vêtements à porter, les idées à porter, et donc ça démultiplie les options. Ça peut aussi poser le problème en fait, d'avoir du mal à penser par soi-même, parce qu'en fait tous les modèles existent déjà. Et donc du coup, je vois telle personne qui a du succès, je vais essayer plutôt de la copier que de réfléchir à moi. Comment est-ce que je pourrais avoir du succès? Et ouais, ça, comme tout outil, en fait, ça a démultiplié des choses, ça a rendu des belles choses possibles, un accès à l'information infini, et
Et puis le mauvais côté, c'est un accès à l'information infini aussi. Et tu peux te perdre dans une recherche d'informations et la chercher ailleurs qu'en toi-même et dans tes relations. Mais, pour terminer, je vais pas te demander une clé pour aider les gens à mieux vivre, mais plutôt de savoir comment toi tu fais aujourd'hui dans cet abysse de choix, justement, pour boucler l'épisode. Bah, peut-être finalement que c'est une clé. Parfois j'arrive, pas tout le temps, mais quand je suis dans un moment d'angoisse comme ça face à un choix, j'arrive à me dire, ok, en fait, si je flippe là maintenant, c'est que c'est un moment précieux dans ma vie. Et je fais un petit mélange entre nihilisme, ça sert de toute façon à rien, on va tous crever, donc du coup, mon choix, qu'il soit bon ou mauvais, voilà, et en même temps, un mélange de responsabilité en disant, bon bah voilà, c'est une occasion pour moi de me lancer dans quelque chose et c'est un moment précieux. Ouais. Et donc, c'est quand même cool d'avoir des moments précieux dans sa vie. Malgré le fait qu'ils prennent l'apparence d'une peur et d'un mal au bide. Ok. Merci. Avec plaisir.